On n'y pense pas forcément, mais la programmation est absolument partout. C'est un peu ce langage invisible qui fait fonctionner notre monde moderne, de l'application qu'on lance sur son téléphone jusqu'à la montre connectée à notre poignet. C'est ce qui anime toute la technologie qu'on utilise chaque jour. Mais alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on passe d'une simple idée, d'une pensée, à un programme qui tourne sur une machine? Comment traduire une intention humaine dans un langage qu'un ordinateur peut exécuter? C'est vraiment la question centrale qu'on va explorer ensemble. Alors attention, tout commence bien avant la première ligne de code. Ça commence avec ce qu'on appelle un algorithme. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une recette de cuisine. C'est une série d'instructions, très claires, bien ordonnées, pour accomplir une tâche de A à Z. C'est en quelque sorte l'architecte invisible derrière n'importe quel programme. Bon, une fois qu'on a notre plan, notre algorithme, il faut bien lui donner vie. Et comme pour n'importe quel langage, on commence par le vocabulaire, les mots de base, les briques élémentaires qui vont nous permettre de stocker des informations et de réaliser des actions. Et le tout premier concept, vraiment la base de la base, c'est la variable. En fait, c'est tout simple, c'est un espace de stockage en mémoire. Imaginez une petite boîte à laquelle on colle une étiquette, un nom. Cette boîte, elle va nous servir à conserver des informations pour pouvoir les utiliser ou les modifier plus tard. Par exemple, voilà, on prend une boîte, on colle l'étiquette âge dessus et à l'intérieur, on place la valeur 25. C'est tout. À partir de ce moment, à chaque fois que le programme lira l'étiquette âge, il saura qu'à l'intérieur, il y a le nombre 25. Ça peut paraître simple, mais c'est absolument fondamental pour qu'un programme puisse se souvenir des choses. Bien sûr, toutes ces boîtes ne sont pas identiques. Certaines sont faites pour stocker des nombres entiers, d'autres des nombres à virgule qu'on appelle des flottants, d'autres encore sont prévues pour du texte, ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Et enfin, il y a des boîtes très simples qui contiennent juste une information binaire, vrai ou faux. Ce sont les booléens. Bien choisir son type de boîte, c'est crucial pour l'efficacité du programme. Alors, si nos variables sont les noms, il nous faut des verbes, des modes d'action. Ce sont les opérateurs. Ce sont des symboles qui nous permettent d'agir sur nos données, faire des additions, comparer des valeurs, combiner des conditions. Ce sont eux qui animent le programme. On peut les séparer en deux grandes familles. D'un côté, les opérateurs arithmétiques, qu'on connaît depuis l'école, plus, moins, multiplier, diviser. Et de l'autre, les opérateurs de comparaison. Eux, leur travail, c'est de poser une question à l'ordinateur, du genre « est-ce que l'âge est bien supérieur à 18 ?» et de renvoyer une réponse, vrai ou faux. Et puis, il y a les opérateurs logiques, comme et ou, qui sont extrêmement puissants. Ils permettent de combiner plusieurs conditions. Dans cet exemple, le code vérifie si A est plus grand que 5 et, en même temps, si B est plus petit que 30. Le code qui suit ne s'exécutera que si les deux conditions sont vraies en même temps. Parfait. Maintenant qu'on a les mots de base, les variables et les opérateurs, on va pouvoir construire des phrases, c'est-à-dire de la logique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le programme va cesser d'être une simple liste d'ordres pour devenir capable de s'adapter, de prendre des décisions. Imaginez un instant qu'on doive calculer une TVA plusieurs fois dans un site de e-commerce. Est-ce qu'on va réécrire le même calcul à chaque fois ? Sûrement pas, ce serait inefficace et une vraie source d'erreur. Il nous faut un moyen de mettre en boîte cette logique pour pouvoir la réutiliser facilement. Eh bien, cette solution, ça s'appelle une fonction. C'est un bloc de code autonome qui a un nom et qui accomplit une tâche bien précise. L'analogie de la boîte à outils est parfaite. Quand on a besoin d'un marteau, on ne le reconstruit pas, on va le chercher dans la boîte. En programmation, c'est pareil, on appelle la fonction dont on a besoin. Regardons cet exemple. On définit une bonne fois pour toutes une fonction qu'on appelle additionner. Elle prend deux nombres en entrée, A et B, et elle retourne leur somme. Maintenant, on peut utiliser cet outil n'importe où dans le programme, avec n'importe quel nombre, sans jamais avoir à réécrire la logique d'addition. C'est la clé de la réutilisation. Par défaut, un programme s'exécute de manière très simple, ligne par ligne, de haut en bas. C'est le flux séquentiel. Mais un programme vraiment utile doit pouvoir s'adapter et faire des choix. C'est là qu'intervient le flux conditionnel, qui permet d'exécuter certaines parties du code uniquement si une condition est remplie. L'outil principal pour faire ça, c'est la structure si-sinon, qu'on trouve sous le nom de if-else. Dans cet exemple, c'est très clair. Le code vérifie, si la variable âge est supérieure ou égale à 18, alors il affiche « cette personne est majeure ». Sinon, il affiche « cette personne est mineure ». Le programme a choisi un chemin plutôt qu'un autre, il a pris une décision en se basant sur les données. Ok, donc on a toutes nos briques, les variables, les opérateurs, les fonctions, les conditions. Comment est-ce qu'on assemble tout ça pour que ça raconte une histoire complète, pour que ça forme un programme qui fonctionne vraiment? C'est ce qu'on va voir maintenant. En réalité, tout le processus de création suit presque toujours la même logique, en 4 étapes. 1. On décompose le problème en petites tâches, c'est notre algorithme.
2. On identifie les données dont on aura besoin et on prépare les variables pour les stocker. 3. On isole les actions répétitives et on en fait des fonctions. Et enfin, 4. On pilote le tout avec des structures de contrôle comme les conditions. Mais que se passe-t-il si on doit gérer non pas un seul âge, mais des centaines d'âges? On ne va pas s'amuser à créer des centaines de variables, ça deviendrait ingérable. On a besoin de structures pour organiser ces données. Et la plus simple de toutes, c'est la liste, ou le tableau, qui permet de regrouper toute une collection de valeurs sous une seule étiquette. Voilà un exemple très concret. Au lieu d'avoir 5 variables différentes, nombre 1, nombre 2, etc., on a un seul tableau nommé « nombre » qui contient toute la collection. On peut ensuite très facilement accéder à n'importe quel élément grâce à sa position, son indice dans le tableau. C'est incroyablement plus efficace et plus propre. Et c'est ça qui est fascinant. Qu'il s'agisse d'un tout petit script ou d'une application bancaire ultra complexe, les principes fondamentaux sont exactement les mêmes. Tout est une combinaison plus ou moins élaborée de ces quelques briques de base que nous venons d'explorer. La programmation, au final, c'est donc l'art de traduire une idée en une réalité numérique, simplement en assemblant ces quelques concepts logiques. La seule question qui reste maintenant, c'est de savoir quelle sera la prochaine idée construite à partir de ces mêmes briques.